La question de la viabilité, de la rentabilité des nouvelles missions, c'est une équation à plusieurs paramètres. On a vu aussi qu'il était beaucoup question de communication, de mutualisation, de gestion du temps. Toutes ces questions restent ouvertes et à traiter. Mais c'est bien la vocation d'une table ronde que d'ouvrir le débat. Il est temps désormais d'accueillir notre invité d'honneur, ou plutôt la parole de notre invité d'honneur. Je te laisse faire ça, Jacques. Oui, bien, vous le connaissez tous. Il s'agit de Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, dont il est l'un des fondateurs. Stéphane Bancel a fait ses premières armes dans le monde pharmaceutique en intégrant Biomérieux à Lyon en 1995. Il en a été le directeur général de 2007 à 2011, après un passage chez Eli Lilly. En 2011, il prend la tête de Moderna, qui travaille sur la technologie de l'ARN messager. Moderna, qui compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs à travers le monde, s'est fait connaître, comme vous le savez, au niveau international lors de la pandémie du Covid-19, en mettant au point et en commercialisant dès novembre 2020, donc moins d'un an après le déclenchement de la pandémie de Covid, l'un des tout premiers vaccins contre le Covid, le fameux vaccin ARN messager, avec pratiquement au même moment Pfizer et BioNTech. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, Stéphane Bancel travaille aux États-Unis. Donc, nous l'avons interviewé, Didier et moi, il y a quelques jours. Il était dans son bureau de Cambridge. Alors, pas le Cambridge britannique, bien entendu, mais Cambridge, Massachusetts, comme tu dis, à côté de Boston. Alors, surtout, écoutez-le bien, ce qu'il dit de ses recherches et de ses lancements, et ce qu'il dit du rôle du pharmacien, va certainement vous interpeller et peut-être même vous surprendre. Bonjour Stéphane Bancel. Bonjour. Très heureux de vous accueillir à cette 24e édition de la Journée de l'économie. Merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur. Récemment, un journal français vous a présenté comme, je cite, « l'homme qui veut nous guérir de tout ». C'est un vaste programme. Ma première question, elle est très simple. Où en sont vos projets en matière de vaccins? On parle d'une trentaine qui seraient en cours de développement, dont un contre le sida. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces informations? Oui, effectivement, on a à peu près une trentaine de vaccins en développement. Pour nous, notre vision au niveau des maladies respiratoires, c'est d'avoir une dose unique annuelle qui comprenne le Covid, le RSV, la grippe, etc. On travaille aussi beaucoup sur les virus latents et comme vous l'avez dit aussi, sur des virus émergents, pays émergents du style sida. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur la grippe. On va aborder la saison de la vaccination, la campagne de vaccination saisonnière. En début d'année 2023, en février, les premiers essais du candidat vaccin à ARN messager contre la grippe développé par votre laboratoire, par Moderna, avaient un petit peu déçu, notamment quant à leur efficacité sur certains sous-types B. Est-ce que on peut néanmoins espérer qu'un jour ce type de vaccin ARN messager contre la grippe sera dans les officines françaises? Oui, alors je pense avec beaucoup de chance. Il faut voir qu'effectivement sous la souche B, on n'était pas satisfait. Alors l'avantage de la technologie de l'ARN messager, c'est un peu comme un Lego. C'est-à-dire qu'on peut aller modifier les choses. Donc on a modifié les antigènes. On a refait une phase 3 qui a démarré au printemps. Donc je pense que d'ici l'automne, à la fin du troisième trimestre, donc d'ici fin septembre, on aura les résultats qui devraient sortir de cette nouvelle phase 3. Je pense que les problèmes ont été réglés. Donc on verra avec les données cliniques. Si tel est le cas, on soumettra tout de suite aux agences réglementaires. Donc je pense qu'une approbation pour l'automne 2024 est encore possible. C'est l'un des avantages d'ailleurs de la technologie des vaccins à ARN messager. Je crois savoir qu'en 48 heures, on peut pratiquement adapter un vaccin à un autre sous-type. Est-ce que ça va changer quelque chose dans les campagnes de vaccination contre la grippe en termes de production et de délai de production? Bien, effectivement, je pense que ça va être un grand changement. Comme vous savez, de par les technologies existantes, la technologie des œufs ou des protéines utilisées dans les vaccins disponibles en officine aujourd'hui, l'OMS, en fait, essaye de deviner en février de l'hiver d'avant quelles vont être les souches qui arrivent l'hiver d'après. Donc, bien sûr, comme vous savez, la plupart des années, ça marche bien, mais à peu près une année tous les 4 ou 5 ans, et en fait, on n'a pas la bonne souche, qui, bien sûr, entraîne beaucoup plus de maladies, d'hospitalisation et de morts que nécessaire. Donc, on pense pouvoir répéter ça à chaque fois, comme on l'a fait Covid, comme vous savez, l'année dernière, la souche BA4-5 Omicron a été décidé par les autorités réglementaires fin juin donc 2022. Là, en juin 2023, on nous a dit, bon, il faut le XBB 1.5, donc on a fait le XBB 1.5. Donc, effectivement, on a maintenant démontré
qu'en 2 mois, on était capable de designer un nouveau vaccin et de l'avoir prêt en officine. Comme vous l'avez dit, c'est à peu près 48 heures pour le design sur ordinateur du vaccin en changeant les antigènes, donc les aminoacides de l'antigène désiré ou des antigènes désirés. Donc je pense que ça va être un grand changement. Puis aussi, comme on l'a dit, c'est cet aspect de combiner. Donc on a déjà combiné le Covid avec la grippe, avec le RSV. Donc je pense qu'on va avoir de plus en plus de combinaisons qui vont apparaître, nous permettant en fait d'avoir en fait de meilleures protections et pas avoir besoin de vacciner les gens contre plein de vaccins. Parce que comme on sait bien, le problème d'avoir plein de vaccinations, c'est que bon, déjà les gens ne se souviennent pas. Et en plus, peu de gens se feront vacciner contre tous les virus dont ils ont besoin d'être protégés. D'accord. Alors on parle de vaccins, évidemment. Il y a un mouvement, il y a un phénomène social auquel vous ne pouvez pas être indifférent. C'est le mouvement anti-vax. Ce mouvement qui est un mouvement puissant, multiforme, dont on a vu notamment l'apogée au moment de la crise du Covid. Est-ce que la forte exposition de ce mouvement vous impose désormais une veille particulière et plus largement, est-ce que ça modifie la stratégie de communication de votre laboratoire ? Je pense qu'il faut que, comme tous les laboratoires, qu'on fasse encore plus pour, je pense, éduquer. Si vous voulez, on a quand même un phénomène, et puis bon, les réseaux sociaux, bien sûr, n'aident pas. Hein. On a un phénomène quand même, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui sont un peu scientifiquement n'importe quoi. Et donc, je pense que nous, comme les autres laboratoires, ont besoin d'éduquer. Je pense qu'il y a aussi un rôle des gouvernements. Je pense qu'il y a bien sûr un rôle, bien sûr, des pharmaciens, des médecins, de s'éduquer et puis d'éduquer les consommateurs. Comme on le sait tous, les vaccins ont eu un impact révolutionnaire ces 100 dernières années, ont sauvé énormément de vies. C'est sans doute une des plus grandes découvertes scientifiques, médicales de ces 100 dernières années. Et donc, je pense que c'est important qu'on ne retourne pas en arrière. On commence à voir, avec sans doute des pays comme les États-Unis, les pires résultats, où il y a des endroits où des parents ne vaccinent plus leurs enfants contre vraiment des vaccins qui sont très importants, comme on le sait tous. Et donc, je pense qu'il y a un rôle important à jouer. Il faut voir qu'il y a des pays où le problème n'est pas aussi important. Par exemple, le Portugal, je vois en Europe, est un pays qui a sans doute le plus haut taux de vaccination contre le Covid, y compris des rappels. Donc, je pense que c'est des choses à apprendre d'un pays à l'autre. Mais effectivement, tous les laboratoires, ainsi que, bien sûr, les pharmaciens, les médecins, ont un rôle important à jouer dans cette éducation. Donc, vous vous efforcez de diffuser une information positive pour contrebalancer l'information négative, effacer un peu. D'éduquer sur les faits, parce que, encore une fois, si les gens ont des commentaires complètement irrationnels, sans données, c'est un peu difficile d'avoir une discussion qui n'est pas logique et scientifique. Mais je pense effectivement d'apporter des solutions, des réponses aux consommateurs et au corps médical, je pense que c'est très important. Quelles sont les perspectives concernant vos recherches contre le cancer? Je rappelle qu'il était au départ d'ailleurs la vocation de Moderna. Oui, donc ça c'est sans doute le chapitre qui, je pense, va le plus surprendre les gens. On a donc effectivement présenté à 2 grands congrès d'oncologie au printemps 2023, donc il y a quelques mois, des données assez remarquables où sur le mélanome, on a montré 60% de réduction de métastases par rapport au meilleur traitement existant aujourd'hui, qui est donc le Keytruda, donc de la société MSD, en immunothérapie. Il faut voir qu'on a déjà plusieurs propositions scientifiques d'améliorer ça. Je pense aussi que l'outil industriel, en permettant de produire plus rapidement ces produits qui sont en fait individualisés, hein. Et c'est un grand changement, c'est-à-dire que au lieu que plusieurs patients aient le même produit parce qu'ils ont la même mutation, c'est vraiment c'est la personnalisation. Là, on va au niveau de l'individualisation, c'est-à-dire qu'on démarre en prenant une biopsie faite bien sûr par le corps médical lors du diagnostic du cancer, biopsie qui nous permet ensuite de vraiment faire un produit pour chaque personne est différent. C'est-à-dire que pour un cancer de la prostate pour moi ou pour un cancer de la prostate pour un de vous 2 messieurs, en fait, on aura tous les 3 des produits différents. C'est un médicament sur mesure. Personnalisé. C'est personnalisé. Vraiment personnalisé. Et là, je pense qu'il y aura un rôle du pharmacien important dans la durée. C'est-à-dire que je pense qu'avec aussi l'amélioration du diagnostic, il faut qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les biopsies liquides, hein, donc la capacité de découvrir des petits bouts fragments d'ADN cancéreuses, de cellules cancéreuses dans le sang, qui maintenant est de plus en plus disponible avec des données de spécificité et de sensibilité vraiment très très bonnes. Je pense qu'on va vraiment sur une médecine de demain en oncologie, où on fera, et je pense c'est à l'horizon 3-5 ans, hein, pas à 10-20 ans, où on fera en fait chaque année lors d'un check-up annuel, comme on vérifie son cholestérol et d'autres paramètres en biochimie, on fera la même chose au niveau génétique sur le cancer, sur une prise de sang toute simple.
si le résultat est positif, en fait, on fera un produit qui sera fait, donc personnalisé pour cette personne, qui je pense même sera envoyé en officine, parce que le produit Moderna pour le cancer, c'est juste un vaccin. C'est la même technologie. Alors bien sûr, c'est du thérapeutique, hein, c'est pas un préventif, c'est une fois que les gens sont malades avec un cancer. Mais en fait, c'est pour en fait utiliser la force de votre système immunitaire, donc de vos T-cells, pour en fait que votre T-cell aille littéralement manger vos cellules cancéreuses. Et c'est ça qui a montré les résultats dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je pense que le rôle du pharmacien sera vraiment important, parce que je pense que dans la durée, comme c'est un produit très simple à administrer, je pense qu'il sera en fait administré en officine. Et d'ici 3-5 ans, vous dites? D'ici 3-5 ans. Nous, si vous voulez, on a des données qui fait que je pense on sera capable sur le mélanome de faire un dépôt de dossier accéléré, vu que les données sont tellement bonnes, sans doute à l'horizon 2025. Et donc, on est déjà à l'automne 2023. Puis, je pense que cette technologie marchera dans d'autres types de cancers. On va démarrer d'ici la fin de l'année cancer du poumon, mais aussi cancer des reins, et cancers du sein qui sont négatifs. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui vont démarrer très rapidement. Belle perspective qu'on va suivre de près, effectivement. Je voudrais, si vous le permettez, revenir un petit peu en arrière. Avec le recul, comment expliquez-vous que la France, qui est le pays de Pasteur, n'ait pas été capable de lancer plus rapidement un vaccin contre le Covid? Alors, je pense qu'il y a un aspect d'abord technologique qui est effectivement donc le vaccin BioNTech, Pfizer et le vaccin Moderna, donc 2 vaccins à technologie d'ARN messager. Je pense que l'investissement sur les nouvelles technologies a un peu manqué en France. Il faut voir aussi que je pense que les politiques tarifaires en France ont fait que par rapport à l'industrie pharmaceutique qu'on avait il y a 20 ou 30 ou 40 ans en France, qui était vraiment un des fleurons de l'industrie française et qui était aussi, bien sûr, une industrie qui était vraiment très, très forte au niveau européen et mondial. C'est plus nécessairement le cas aujourd'hui, malheureusement. Donc, je pense que de revenir à des investissements de base sur des nouvelles technologies, de la nouvelle science, c'est très important. On parlait il y a 2 minutes des biopsies liquides. Je ne suis pas au courant de grosses sociétés françaises qui sont vraiment lancées, qui sont des acteurs majeurs dans des biopsies liquides qui, je pense, va être le futur du diagnostic en oncologie. Donc, je pense vraiment que de prendre des risques calculés, d'investir dans la technologie nouvelle est vraiment fondamental. Et donc, cette réussite dont vous avez fait preuve avec, effectivement, à l'époque BioNTech en 2021, vous n'auriez pas pu la réaliser en France, en fait? Et j'aurais pu la réaliser en France, parce que je pense qu'il y a ce terreau scientifique qui est excellent en France, aussi bien au niveau universitaire que quelques grandes sociétés de diagnostic ou pharmaceutiques. Mais ce qui manque beaucoup, je dirais, c'est ces liens entre l'industrie et le monde académique, le monde des capital risqueurs au niveau du financement. Il faut bien voir que Moderna, après Covid, on avait levé 5 milliards de dollars d'investissement avec 0 vente. Donc, c'est des choses qui, en Europe, au niveau des mentalités, n'est pas aussi bien acquis que ça peut l'être. On a un retour sur investissement plus rapide, oui. Ouais. Exactement, oui. Et il faut dire aussi que là, vous êtes à Cambridge, à côté de Boston, hein, dans vos bureaux à Moderna, et que vous bénéficiez de tout un écosystème, effectivement, comme vous le dites, à la fois universitaire, de financement, etc. C'est tout un terreau qui n'existe pas forcément, qui n'a pas forcément son équivalent en Europe ou en France. Exactement. Et même en Europe, des fois, je dis souvent aux politiciens européens qu'ils essayent tous de recréer un environnement un peu comme Cambridge dans leur pays. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura aucun d'entre eux qui aura la taille critique pour en fait être en concurrence réelle avec Cambridge ici. Donc, c'est un petit peu le challenge, je dirais, de chaque pays qui essaie de faire son réseau plutôt que de travailler sur un centre pour l'Europe, qui, je pense, est important, quoi. Alors justement, je voudrais qu'on reste sur cet aspect industriel, entrepreneurial. Il y a quelques mois, on parlait d'un projet au début au niveau européen, vous venez de l'évoquer, d'implantation d'une unité de production Moderna. Ça s'est même précisé pour la France. Où en est-on? On n'entend plus parler de ce projet. Est-ce qu'il est dans les limbes? Alors, il y a eu une dernière proposition qu'on a faite au printemps au gouvernement qui est encore en train de discussion. Donc, il n'y a pas de décision prise à ce jour, donc je ne peux pas bien sûr en parler, étant que ces discussions avec le gouvernement sont confidentielles. Mais Moderna a fait une nouvelle proposition au gouvernement au printemps. Donc, il y a peut-être un espoir, tout n'est pas encore fini. Et je suis un entrepreneur, donc je suis un optimiste par nature. Pour finir sur l'aspect industriel et parler un tout petit peu chiffres, on a vu les difficultés assez récentes de votre concurrent BioNTech qui s'est trouvé au sortir du Covid en difficulté. Est-ce
que, alors ils étaient peut-être effectivement un peu plus exclusivement engagés sur le vaccin Covid que vous l'êtes vous-même, puisque vous êtes plus diversifié dans votre offre et dans votre recherche. Est-ce que vous-même craignez l'après-Covid, même si on n'est pas encore totalement dans l'après-Covid, mais quand même, on a passé le gros de la vague, je ne pense pas que vous direz le contraire. Oui, alors effectivement, pour les sociétés qui ont eu un rôle important pour se battre contre le virus pendant la pandémie, on a effectivement une diminution des volumes de production importante. Si on prend quelques chiffres simples, en 2021, lorsque les vaccins ont été lancés, j'ai eu personnellement trois vaccins. Les 2 initiaux, plus le rappel à l'automne 2021. Cette année, les vaccins devraient être approuvés d'ici quelques jours aux États-Unis. Je devrais avoir un vaccin. Donc, on passe de 3 à 1. Donc, on a une diminution bien sûr énorme des volumes. Ça fait 66% de réduction des volumes en maths simplistique. Et puis, avec des gens qui vont aussi, alors que les rappels étaient ou forcés dans certains pays ou fortement suggérés comme dans d'autres pays où il y avait des passes sanitaires, etc. Je dirais, il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes adultes qui sont à beaucoup moins de risques que des personnes plus âgées, qui vont se faire vacciner. Donc, effectivement, les volumes diminuent beaucoup. Comme vous l'avez dit, la différence avec Moderna par rapport à BioNTech, je pense, c'est que Moderna a toujours eu une stratégie purement ARN messager. BioNTech a une stratégie beaucoup plus sur le cancer. Ils font aussi des petites molécules chimiques, ils font des protéines recombinées, ils font aussi de la thérapie cellulaire. Donc, une approche, je dirais, multitechnologie sur le cancer. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs en accord avec Pfizer sur tout ce qui est vaccin en infection. Alors que nous, Moderna a une stratégie très différente. On a dit on va faire que de l'ARN messager. Par contre, on va le faire en infection, on va le faire en cancer, en maladies rares. Donc aujourd'hui, effectivement, Moderna est beaucoup plus diversifié parce qu'on a aujourd'hui 6 produits en phase 3 aujourd'hui, y compris en oncologie. On a des très beaux résultats sur les maladies génétiques rares du foie, où je pense que d'ici à peu près l'horizon de 2 ans, on aura des produits approuvés pour des enfants qui ont des maladies génétiques rares du foie. Et comme vous savez, étant donné que le foie fabrique beaucoup de protéines, il y a déjà un recensement de au moins 1500 maladies génétiques rares du foie. Donc, une fois qu'on s'est allé avec l'ARN messager dans le foie, après, on peut changer rapidement la séquence et donc avoir beaucoup de produits. Aujourd'hui, il y a déjà 6 produits en maladies génétiques rares du foie. Et je pense qu'on va essayer d'inventer avec le régulateur comment approuver des maladies où il y a peut-être 30 enfants dans le monde. Donc, maladies ultra rares. Mais comme c'est toujours la même technologie, la même chimie qu'on utilise, un peu comme pour le cancer, où on fait une approche personnalisée, où en fait chaque être humain a un vaccin qui est différent dans la séquence, mais la chimie du lipide, la chimie de l'ARN messager est bien sûr la même, le processus de production est bien sûr le même. Donc je pense qu'on va pouvoir utiliser le même outil pour en fait inventer une médecine pour les maladies ultra rares ou ultra rares, et en fait donner un espoir à ses parents, à ses membres du corps médical et bien sûr à ses enfants, qui gardent ses enfants en vie. C'est une vraie petite révolution, pas que d'avoir une économie de développement qui permet d'aller chercher des maladies orphelines, des maladies extrêmement rares. Ça change beaucoup la donne. C'est l'avantage de la plateforme, si vous voulez, c'est que si on regarde l'industrie de la pharma depuis plus de 100 ans, moi j'étais dans le laboratoire Lilly en début de ma carrière, donc j'ai fait et de la petite molécule et de la protéine. Il faut voir que ces 2 produits sont fabriqués avec des usines qui chaque fois sont différentes. Pourquoi? Parce que la synthèse chimique d'une petite molécule entre le Lipitor et un Prozac, elle n'a bien sûr rien à voir. Donc, il faut que l'outil industriel s'adapte pour mimiquer, je dirais, cette synthèse chimique qu'on écrivait sur nos tableaux étant étudiants. Mais l'avantage de l'ARN messager, c'est que pour tous les vaccins Moderna, on utilise 100% la même chimie. On parlait tout à l'heure de la grippe et du RSV. Ben, en fait, ces vaccins, le lipide, c'est la même molécule chimique. Les 4 molécules qui fabriquent l'ARN messager, donc on change l'ordre pour coder une protéine différente d'un virus, c'est la même chimie. Et les réacteurs sont les mêmes réacteurs. Donc, c'est ce qui a permis cette vitesse-là pendant le Covid qui a surpris tout le monde. Comme vous savez, le vaccin le plus rapide au monde avant, c'était 4 ans, on a mis 11 mois. Mais en fait, une des raisons, bien sûr, c'est que on a beaucoup été aidé par les régulateurs qui nous ont beaucoup aidés en faisant des revues de dossiers beaucoup plus rapides. Mais on a été beaucoup aidé par la technologie qui permettait effectivement, comme vous le disiez, de designer un produit en 48 heures sur ordinateur sans jamais avoir besoin du virus. Il faut bien voir que Moderna, à ce jour, on n'a jamais eu le virus du Covid physiquement dans nos laboratoires d'infectiologie. On a travaillé uniquement sur l'information informatique, la séquence génétique du virus. C'est la seule information dont on avait besoin pour designer le produit. Donc c'est vraiment une révolution médicale qui va avoir, je pense, beaucoup de répercussions. On a parlé de l'infectieux, on a parlé de l'oncologie, on a parlé des maladies génétiques rares.
On a aussi notre approche en ce moment qui est en clinique avec Vertex, qui est de l'ARN inhalé. Donc, on démarre avec Vertex sur la mucoviscidose. Donc, c'est d'inhaler la molécule d'ARN messager qui code pour le gène entier de la mucoviscidose, qui est un gros gène. Et il y a 4000 bases sur ce gène-là. Et donc, il est inhalé. Mais si ça marche, ce qu'on devrait sans doute savoir en 2024, après, on va décliner ça sur plein de maladies des poumons, où en fait, on change juste encore une fois la séquence de l'information, on gardera la même chimie pour le lipide qui encapsule cet ARN messager, et boum, on recommence. Donc, c'est vraiment cette technologie de plateforme qui en fait pas vraiment existé avant dans le monde pharmaceutique. Donc, c'est ça la vraie révolution. Alors, le thème de la journée de l'économie cette année, c'est les nouvelles missions du pharmacien. Alors donc, ça va être notre dernière question, si vous le permettez. Le rôle et les missions du pharmacien en France ne cessent de s'élargir, notamment en matière de vaccination, mais pas seulement. Alors, que pensez-vous de cette évolution et quel doit être ou quel devrait être, selon vous, le rôle et la place du pharmacien dans le système de santé? Alors, je pense que c'est vraiment le futur. C'est-à-dire que le pharmacien, je pense, n'a pas été assez utilisé, avec mon opinion personnelle, ces dernières décennies, vu la formation vraiment très solide qu'ont les pharmaciens. Et je pense que ce qui s'est passé pendant Covid est un bon exemple, aussi bien au niveau diagnostic qu'au niveau vaccination. C'est-à-dire que le pharmacien, de par la présence du nombre de pharmacies qu'on a dans la plupart des pays, par la connaissance scientifique des pharmaciens et par l'évolution technologique des produits, on parlait tout à l'heure des biopsies liquides. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, pour diagnostiquer un cancer, c'est très compliqué. Si demain, c'est une simple prise de sang, est-ce que même on peut voir un monde où en fait on a une officine qui évolue, comme on commence déjà à le voir aux États-Unis? Il faut voir qu'il y a des groupes comme CVS, donc des grandes chaînes de pharmacies, qui commencent à investir pour réaménager certaines pharmacies, pour avoir un petit laboratoire en pharmacie, pas un laboratoire technique au niveau des machines, mais au niveau de la prise d'échantillons. Ouais. Voilà. Donc effectivement, on a déjà fait un grand pas en avant avec Covid par rapport aux échantillons dans le nez ou dans la bouche. Donc effectivement, est-ce qu'il y a une évolution naturelle qui est de dire la médecine de demain, c'est une médecine qui va être beaucoup plus personnalisée, qui va être une médecine beaucoup plus préventive, parce que les outils sont là, les coûts de diagnostic diminuent. Et donc, est-ce que le pharmacien a un rôle à jouer comme il a joué de manière très importante? Il faut bien voir que sans les pharmaciens, pendant Covid, imaginez Covid sans les pharmaciens qui font du diagnostic et qui donnent les vaccins. C'était ingérable. Et donc, quand on revient maintenant dans un monde, je pense, plus normal et qui se focalise sur le futur, je pense que les évolutions de diagnostic, au niveau des révolutions technologiques qui ont lieu en diagnostic, l'utilisation des téléphones, ça change tout aussi. L'avoir accès à l'information entre le patient, le pharmacien, la prise de rendez-vous, tout ça. Je pense qu'il y a un rôle clé pour réinventer le rôle du pharmacien, qui a un rôle beaucoup plus actif, qui a un rôle beaucoup plus important dans la santé publique. Et je pense que c'est très positif pour tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Bancel. Au nom de l'ensemble des participants de la journée économie, merci. Et je pense qu'effectivement, votre message de conclusion sur l'avenir, le rôle du pharmacien, va certainement marquer les esprits. En tout cas, on continuera à suivre de près votre itinéraire, votre parcours et vos travaux. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bancel, pour vos réponses. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci. Voilà pour les réponses qu'a bien voulu nous apporter Stéphane Bancel. Vous avez compris, on n'est pas en duplex, donc pas de questions. Néanmoins, il y a un décalage horaire. Néanmoins, et le décalage horaire. C'est en direct. Oui.